Il y a des bâtiments dont s'échappe une énergie particulière, et dont le symbole survit parfois à l'architecture elle-même. Les tours jumelles font partie de ces constructions qui survivent à leur propre disparition. En 2001, une série d'attaques d'une envergure jamais connue en Occident frappe l'Amérique. Le mardi 11 septembre 2001, à 8h46, un premier avion s'écrase dans la tour nord du World Trade Center. Il y en aura un second dans la tour sud. Moins de 2 heures après l'impact, les tours les plus hautes d'Amérique du Nord seront réduites en cendres. Si tout le monde connaît cette terrible page de l'histoire, moins nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire du World Trade Center. Ces deux gratte-ciel que je n'ai jamais connus sont pour moi comme deux fantômes qui hantent mon imaginaire sans qu'elles n'aient pourtant plus aucune prise dans la réalité. Deux monolithes de béton, de verre et d'acier qui représentent une époque fantasmée, un passé idéalisé. Plus que des bâtiments, il s'agissait d'un symbole. 420 mètres de hauteur, 110 étages chacune, elles ont été, pendant plus de 30 ans, les plus hauts bâtiments de New York. Mais qui a construit ces tours? Et qui faisait-on réellement à l'intérieur? Salut, moi c'est Tom, et laissez-moi vous guider dans l'histoire tourmentée des tours de bureau les plus mythiques du monde. Nous sommes en mai 2001. C'est le printemps à New York. George Bush est président, Le Retour de la momie vient de sortir au cinéma, et en plein centre du cœur économique des États-Unis, deux gratte-ciel dépassent au-dessus de tous les autres. Les tours jumelles du World Trade Center. Évitez vraiment de trop longtemps fixer leur sommet, vous risqueriez d'en perdre l'équilibre. Vous traversez la rue et vous voilà sur l'esplanade centrale du complexe, la Austin J. Tobin Plaza. D'une superficie de 2 hectares, et sa sphère, la plus grande sculpture en bronze des temps modernes. Mais ne nous attardons pas trop sur cette place venteuse. Entrons dans la tour sud. Vous voilà dans le hall central, un vaste espace d'accueil froid et lumineux, le main lobby. Un flot ininterrompu de travailleurs pressés vous frôle, attachés case à la main. Ils vont tous prendre l'ascenseur. Et vous aussi. Avec une flopée d'autres touristes, vous gravissez avec une rapidité ahurissante les 415 mètres qui vous séparent du pont d'observation du 110e étage. Ne nous le cachons pas, vous êtes venus pour la vue imprenable sur tout Manhattan, et pas vraiment pour le petit musée qui retrace l'histoire des tours. Alors certes, il y a du vent, mais comment être déçu du voyage? La vue sur New York est imprenable. Le World Trade Center, en français Centre de commerce mondial, ne comporte pas que les deux tours jumelles. En réalité, vous venez de pénétrer dans un centre d'affaires comportant 7 immeubles et s'étalant sur un quartier entier du sud de Manhattan, sur environ 65 000 m² au sol, juste au sol, incluant restaurants, hôtels, centres commerciaux, stations de métro et bien sûr, d'un nombre hallucinant de bureaux. Bien que celui de New York soit le plus connu, on trouve des World Trade Center aux 4 coins du globe, et même en Suisse. Mais à New York, tout est à une autre échelle. Dans chaque tour, on compte 400 000 m² d'espace de bureau, et plus d'1 200 000 en comptant l'ensemble des 7 bâtiments du complexe. Chaque jour ouvré, les tours accueillent pas moins de 50 000 travailleurs, et 130 000 sur tout le site, et rien de moins que 100 000 visiteurs. Le World Trade Center est tellement grand qu'il comporte son propre code postal. Mais cette ville dans la ville, hors norme, n'est pas sortie de terre il y a si longtemps. Et si vous aviez été un peu plus attentif lors de la visite du musée au 110e étage, vous le sauriez. Au début des années 60, la zone où se trouve encore de nos jours le World Trade Center n'avait rien de comparable et s'appelait Radio Row. C'était un quartier commerçant et populaire du sud de Manhattan, qui tenait son nom de la présence d'un grand nombre de commerces tournant autour de l'électronique et de la radio.
Mais dans les années juste après la Seconde Guerre mondiale, le quartier financier voisin, l'un des principaux au monde, perd de son pouvoir au profit de Midtown, un autre quartier de la ville. C'est à ce moment-là que le milliardaire John Rockefeller se met à envisager la construction d'un centre de commerce international au sud de Manhattan, pour revitaliser la pointe de l'île et en faire l'un des symboles mondiaux de la puissance de l'Amérique. Ayant besoin de fonds publics pour réaliser son projet, il s'allie avec l'autorité portuaire de New York et du New Jersey. Ils se mettent à lorgner sur des terrains à saisir. Ça sent évidemment la fin pour Radio Row. Mais en attendant, personne ne sait encore à quoi va ressembler ce fameux complexe, ni même quelle hauteur il fera. On craint qu'une fois construit, le site n'attire pas assez de compagnies internationales, c'est pourquoi il sera créé. Et Rockefeller en vient à la conclusion que le seul moyen d'attirer des entreprises prestigieuses est d'en faire un lieu des plus prestigieux. Le plus grand centre d'affaires du monde. Dès 1962, l'architecte Minoru Yamasaki est engagé pour concevoir ce qui deviendra le plus grand projet de sa carrière. On laisse à l'architecte une grande liberté de création. Il doit caser près d'1 million de mètres carrés de bureaux sur l'espace laissé libre par la démolition de Radio Row. Pour le reste, il peut laisser libre cours à son imagination. Et Yamasaki, pour qui c'est le projet le plus ambitieux de sa jeune carrière, a une seule idée en tête pour le World Trade Center. Des tours jumelles. Yamasaki finit par valider le projet tel qu'on le connaît, 2 tours de 110 étages identiques. Le design final des tours est dévoilé au public en 1964, avec l'exposition d'une maquette de 2 mètres de haut. Malgré des protestations, la démolition du quartier de Radio Row commence en 1966, pour laisser place à la construction du World Trade Center. En tout, c'est 164 immeubles qui seront rasés. La construction des fondations commence dans la foulée. Un immense trou couvrant tout le site est creusé pour contenir l'ensemble des fondations nécessaires. Surnommé The Bathtub, la baignoire, 1,2 million de tonnes de terre en sont extraits, et ensuite utilisées pour construire un nouveau quartier gagné sur l'Hudson, juste à côté. En 1968, la tour nord commence à s'élever lentement, mois après mois, dans le ciel new-yorkais, tout comme la tour sud à partir de 1969. Il faut environ 10 jours pour construire 3 étages, de sorte qu'en 1971, les tours ont atteint leur hauteur finale. Cette rapidité d'exécution s'explique en grande partie par les techniques de construction employées, et la structure elle-même des tours. Chaque étage était calqué sur un modèle similaire aux autres, et de nombreux morceaux étaient préfabriqués et assemblés ensuite sur le chantier. Mis à part une grève des grutiers en 1970, qui poussa l'autorité portuaire à monter les matériaux avec des hélicoptères, rien ne vint troubler le rythme des travaux. Mais n'oublions pas quand même que 60 ouvriers trouvèrent la mort durant la construction des tours. La cérémonie d'inauguration de la tour nord eut lieu en décembre 1970, et pour la tour sud, en juillet de l'année suivante. Les premiers locataires de la tour emménagèrent dans les bureaux en 1972, et l'ensemble du complexe s'ouvrit en 1973. Bien qu'il faille attendre la fin des années 80 pour voir l'ensemble des bâtiments terminés. La construction du complexe aura coûté plus de 900 millions de dollars et complètement métamorphosé le sud de la ville et la skyline de Manhattan. Parce que les tours sont dotées d'une architecture plus particulière et recherchée qu'il n'y paraît. Admirons-les d'un peu plus près. Les tours sont déconcertantes par leur simplicité architecturale. Ce sont 2 briques de béton grises. Mais à mieux y regarder, on voit bien que l'esthétique se dissèque dans chaque détail. Ironiquement, Minoru Yamasaki est sujet au vertige et déteste les hautes constructions. Il décide donc de créer des fenêtres étroites de seulement 46 cm pour donner aux personnes se trouvant à l'intérieur des tours un sentiment de sécurité malgré la hauteur de la structure. Autre détail fort en ironie et en symbole, Yamasaki, qui a précédemment travaillé sur la conception d'un aéroport en Arabie Saoudite, s'inspirera de l'architecture arabe et notamment de la Mecque pour les détails extérieurs des bâtiments. La fondation de la Central Plaza est calquée sur l'esplanade de la Mecque. Les arches brisées situées à la base et au sommet des tours s'inspirent à la fois des mosquées et des églises gothiques et lui donnent indéniablement un caractère inclassable. Les tours jumelles s'inscrivent dans le courant architectural du nouveau formalisme, inventé aux États-Unis dans les années 50 et qui connaît un essor important au moment de la construction du complexe, mais aussi dans celui du modernisme gothique. Lors d'une conférence de presse en 1973, un journaliste demandera à Yamasaki pourquoi 2 tours de 110 étages et pas une seule de 220 étages.
L'architecte répondra avec ironie qu'il souhaitait faire un complexe à taille humaine. Alors je préfère prévenir, la partie qui va suivre risque d'être un petit peu plus technique. Si vous ne souhaitez pas la regarder, ce que je comprends tout à fait, je vous invite à reprendre la visite à ce timecode. Pour les plus courageux, continuons la visite. La complexité innovante des tours est surtout interne. Déjà, la structure est conçue pour optimiser chaque mètre carré disponible. Les deux bâtiments sont des carrés de 63 par 64 mètres de côté, dont le poids est réparti uniformément, à la fois sur une série très rapprochée de longues colonnes extérieures en acier, les treillis entourant les fenêtres, et d'une structure centrale en béton, le noyau. Les treillis extérieurs étaient préfabriqués en usine, puis assemblés sur place comme un jeu de Lego. L'ensemble de ces structures courait sur toute la hauteur des bâtiments. Le poids était donc réparti uniformément sur les treillis et la structure centrale, et les étages ne possédaient pas de piliers. Ce qui libère dès lors de l'espace pour les bureaux. Au centre de chacune des tours, un noyau de béton abrite cages d'ascenseurs, locaux techniques et toilettes. Chacun des 110 étages ne supporte que la charge de son propre poids. En fait, on peut voir la structure du World Trade Center comme celle d'une étagère en kit. Chaque étage était composé d'une structure légère de poutrelles préfabriquées et de béton simplement soudé à l'armature de la tour, au niveau des treillis extérieurs et du noyau intérieur. Bon, j'espère ne pas vous avoir noyé sous toutes ces infos techniques. Néanmoins, elles seront extrêmement importantes pour la suite de notre histoire. Comme on peut s'en douter, Minoru Yamasaki n'a évidemment pas conçu les tours tout seul. Il était entouré d'une équipe d'architectes dont Leslie Robertson, par exemple, concepteur de la structure interne des tours, ainsi que son acolyte, John Skilling. Un autre grand défi qui va se présenter à l'équipe d'architectes de Yamasaki, c'est la question des ascenseurs. Et oui, plus une tour est haute, plus le nombre de passagers et de personnes rentrant dans la tour est importante, plus le nombre d'ascenseurs associés doit être gargantuesque, sans pour autant manger l'ensemble de l'espace disponible à l'intérieur des tours. Yamasaki s'est donc inspiré du métro new-yorkais, qui possède un système de train express. En gros, il y a 3 types d'ascenseurs dans les tours. Un ascenseur Super Express, qui ne dessert que les 2 Sky Lobby, c'est-à-dire les 45e et 78e étages, où tous les ascenseurs de la tour s'arrêtent, comme une salle de correspondance, avant d'atteindre le sommet de la tour. C'était l'ascenseur surtout utilisé par les touristes, celui que vous avez pris tout à l'heure. Des ascenseurs express, desservant des groupes d'étages, et qui s'arrêtent environ tous les 10 étages, et qui ne vont pas jusqu'au sommet. Et enfin, des ascenseurs locaux, qui desservent seulement des groupes d'étages précis, et ne montent pas sur toute la hauteur de la tour. Chacune des tours était équipée de 100 ascenseurs. Les bâtiments ont même été pensés pour théoriquement résister au crash d'un avion de ligne sur l'une de leurs faces, comme cela avait été le cas sur l'Empire State Building en 1945. Dans les étages les plus hauts, on redoute que le vent ne fasse tanguer le bâtiment de manière trop puissante, et que cela ne gêne le confort des employés. Leslie Robertson et John Skilling mèneront à bien des tests sur des volontaires, à l'aide de lunettes spéciales, reproduisant cet effet, et les conclusions seront loin d'être engageantes. La plupart des participants eurent le mal de mer et trouvèrent l'expérience insupportable. L'équipe d'architectes se remit au travail, et il fut décidé d'inclure sous chaque étage des amortisseurs chargés d'absorber les effets du balancement, de sorte que les occupants des tours ne le sentent pratiquement pas. C'est une première pour des tours aussi hautes, et c'est à l'époque considéré comme un grand luxe. Autre prouesse à accomplir, chauffer et climatiser une telle surface contrainte. Les architectes imaginent dans un premier temps un dispositif classique de chaufferie-climatisation disposé sur le toit de l'une des tours, mais au vu de la grandeur des machineries nécessaires, Yamasaki craint de défigurer l'esthétique symétrique des tours. À la place, il est décidé de construire un niveau souterrain dédié à la ventilation, et c'est un travail titanesque. On profite de la proximité avec le fleuve Hudson pour y prélever de l'eau qui est utilisée pour le système de climatisation. Il s'agit à sa construction du plus grand système de ce genre au monde. Pour fonctionner et refroidir les 210 étages des 2 tours, la ventilation consomme l'équivalent des demandes d'une ville de 40 000 habitants. Même si les 2 bâtiments sont parfaitement identiques, la tour nord est plus haute que sa jumelle. En effet, elle est coiffée d'une antenne de radiotélécommunication venant remplacer l'ancien transmetteur qui se trouvait au sommet de l'Empire State Building. Cette immense antenne fait culminer la tour nord à plus de 527 mètres de haut, et fait d'elle la tour la plus haute du monde lors de sa pose en 1978. Les tours du World Trade Center sont donc avant tout, au moment de leur ouverture, des bijoux de technologie architecturale qui révolutionnent la façon dont on construit à la verticale. Les tours comptaient plus d'étages que tout autre bâtiment dans le monde, et elles ont conservé ce record jusqu'à l'ouverture de la Burj Khalifa de Dubaï en 2010. Chaque tour pesait à elle seule plus de 500 000 tonnes. Visibles de pratiquement tous les coins de rue de Manhattan, ces grandes boîtes grises
jugées simplettes, mornes et trop massives, ne font vraiment pas l'unanimité esthétique au début de leur existence. On les accuse même de défigurer la skyline de Manhattan. Pourtant, alors que les années passent, elles vont devenir un symbole de la ville, mais aussi de la puissance économique et culturelle de l'Amérique. En dehors des étages techniques et touristiques, la majeure partie des espaces des tours sont dédiés à être loués à des entreprises. En 2001, lorsque tous les étages étaient loués, on trouvait majoritairement des banques et des assurances du monde entier, des entreprises de courtage et de gestion de portefeuille, des cabinets d'avocats spécialisés en finance, des banques d'investissement et autres cabinets de réassurance. Le World Trade Center est alors une ruche immense et constamment pleine de monde. On y vient à la fois pour travailler, pour y faire ses courses, dans le plus grand centre commercial de la ville, et tout ça sans jamais sortir à l'extérieur. Vous pouvez arriver par le métro de l'autre bout de la ville, aller travailler dans les tours, sans jamais mettre le nez dehors. Et bien évidemment, on peut aussi y manger. Et d'ailleurs, la vue sur Manhattan et cette petite visite vous ont donné faim. Il va donc falloir redescendre pour aller chercher un sandwich en ville? Eh bien vous avez de la chance, non. Parce qu'au sommet de la tour nord, au 107e étage, vous trouverez le Windows on the World, le plus haut restaurant du monde. La logistique pour acheminer les vivres jusque là-haut est tout bonnement folle, et coûte extrêmement cher. Parce que ce n'est pas juste un restaurant, c'est une expérience. Les plats se veulent raffinés et frais, le service impeccable et l'ambiance feutrée, parfaite pour des déjeuners d'affaires au sommet. Mais si vous comptez y manger, attention à la facture. Là-haut, les prix doublent, et surtout, les revues culinaires donnent des retours assez mitigés sur la cuisine. En clair, on y vient avant tout pour la vue. Et si votre intention est d'impressionner votre date du moment, alors allez boire un verre au crépuscule, au bar juste à côté, le Wild Blue, où des cocktails vous seront servis devant une vue tout aussi exceptionnelle. Comme j'ai déjà pu l'évoquer plus tôt, les tours ne vont pas connaître un coup de cœur immédiat auprès des New-Yorkais. Des plaintes sont même déposées contre l'autorité portuaire au sujet de l'ombre projetée des bâtiments, accusés de priver certaines rues de lumière durant la journée. Les années 70 seront aussi difficiles économiquement. À son ouverture, le World Trade Center peine à attirer les entreprises internationales. Et dans un premier temps, les étages seront occupés par l'autorité portuaire elle-même et par plusieurs entités gouvernementales, dont le Federal Board of Trade. Évidemment, les tours ne sont pas vides pour autant, et de nombreuses compagnies vont y poser leurs cartons. Mais les tours sont inaugurées au moment même où le monde subit le premier choc pétrolier. L'économie n'est plus aussi florissante, et les entreprises ne se bousculent pas pour s'installer. Les deux tours ne seront occupées à 100% pour la première et la dernière fois de leur existence, en 2001. On ne peut évidemment pas dire que c'est un échec, mais on est loin de ce que l'autorité portuaire et John Rockefeller avaient espéré au départ. Les tours jumelles ne deviendront jamais la Mecque financière qu'elles étaient supposées être au départ. En revanche, elles sont indéniablement devenues le symbole du soft power américain et de l'économie florissante du pays. Entre 1970 et 2000, on les voit littéralement partout, des films américains jusqu'aux films français, sur des puzzles et des mugs, dans les génériques des séries télévisées et les clips des chanteurs les plus en vogue. Ces tours vont devenir en quelques années l'un des symboles de New York et de l'Amérique. Et ça a commencé dès leur ouverture, puisqu'en 1974, le funambule français Philippe Petit effectuera une traversée illégale entre les deux tours jumelles sur un simple fil sans sécurité. Cette performance, qu'il appela lui-même le crime artistique du siècle, participera à les mettre en lumière. Et cette lumière, ce symbole du monde occidental, d'un modèle financier et culturel, vont évidemment transformer le complexe en une cible privilégiée pour ceux qui souhaiteraient nuire à l'Occident. Le 26 février 1993, une bombe explose dans le parking souterrain de la tour Nord. 6 personnes sont tuées et plus d'1 millier d'autres sont blessées. Mais le World Trade Center résiste et en profite pour achever d'importantes rénovations et une modernisation en profondeur des étages inférieurs. La sécurité est également renforcée. Mais rien ne pouvait arrêter la folie sinistre qui mit fin à l'histoire des tours jumelles le 11 septembre 2001. Mais les tours n'ont pas disparu. Pas tout à fait. Elles vivent encore dans l'imaginaire de ceux qui les ont connues, de près ou de loin. Leur disparition marque un avant et un après dans la morphologie new-yorkaise, autant que dans l'inconscient collectif et la géopolitique mondiale. J'avais 2 ans lorsque les tours sont tombées, mais je me souviens avoir passé des heures sur un puzzle 1000 pièces de New York où les tours jumelles étaient encore présentes, tout comme les avoir aperçues dans beaucoup de films que j'ai vus étant petit. À la télé, chaque année, on en parlait et on remontrait ces images atroces. Ce que je voulais faire ici, c'était rendre hommage à ces tours pour ce qu'elles étaient, avant leur destruction soudaine et tragique. Montrer qu'elles étaient le produit architectural d'une époque, d'un modèle, et que pendant plus de 30 ans,
elles ont été le symbole de l'Amérique et de sa puissance financière, économique et culturelle à son apogée. Le 11 septembre 2001, tout changea. Et c'est de ça dont on parlera dans la prochaine vidéo qui sera dédiée au jour de la catastrophe et qui arrivera bientôt sur la chaîne. Chers visiteurs, merci de m'avoir suivi dans cette visite. Merci de me suivre, et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner et partager cette vidéo autour de vous. À bientôt pour la suite.